Et beh, c'est parti alors. Et beh, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Isabelle, je vais insister, là-dessus, hein, il y a pas très longtemps que je suis arrivé au HLA, et je venais pas de cet univers, donc, je découvre beaucoup. Heu, Au final, quand Isabelle a proposé que je fasse cette présentation, j'étais tout content. Je me suis dit: «Super, ça va me permettre de faire de la biblio et puis de me plonger un peu plus», ce dont j'ai pas forcément trop le temps, avec les activités de routine. Et puis, bah, au final, je me suis rendu compte que c'est passionnant et qu'il y a plein de choses, que j'ai à découvrir. Mais pour autant, il y a beaucoup de choses à creuser, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment, une version non exhaustive de différents sujets que j'ai pu relever. L'objectif quand on avait évoqué la possibilité de faire ce thème, c'était plutôt de présenter aux moins familiers d'entre nous avec, la biologie moléculaire, heu, les différentes étapes qui sont nécessaires, au moment de l'expression des gènes pour arriver jusqu'à la fabrication d'une molécule HLA qui va présenter des peptides à la surface cellulaire. Donc ça va être, ça l'objectif, de la de la présentation d'aujourd'hui là, essayer de décrire un certain nombre d'étapes. Alors pour un certain nombre d'entre vous, ça va être des étapes qui sont parfaitement maîtrisées, donc encore une fois, j'espère que ça va pas dissuader les plus pointus d'entre vous. L'idée, c'était un peu de faire de la vulgarisation sur les grands principes, fondamentaux de biologie moléculaire, pour ceux qui sont moins familiers. Forcément, c'est un champ qui est vaste parce que de l'expression des gènes à la présentation, des peptides, il y a de nombreuses étapes. Donc, je vais forcément être, très synthétique et je vais essayer d'utiliser des illustrations qui sont le plus, épurées possible. Et donc dans la présentation d'aujourd'hui, voilà, l'idée ça va être d'essayer de voir comment en partant de ce qui nous intéresse essentiellement, donc, la section du génome sur laquelle on va retrouver les gènes du système HLA, donc qui sont très nombreux sur une section de génome qui est très riche. On a une densité de gènes qui est, presque 2 fois plus importante que sur le reste du génome. Comment à partir de l'expression de certains de ces gènes, on va se retrouver à ce qui nous intéresse dans les fonctions biologiques, à savoir présenter des peptides au système immunitaire, présenter des peptides au travers des molécules HLA, notamment au niveau des récepteurs des cellules T, pour enclencher un certain nombre de fonctions. Donc, encore une fois, l'objet va pas être parlé du tout de fonctions biologiques. Aujourd'hui, on va plutôt être sur des mécanismes moléculaires. Mais l'idée, c'est de savoir comment on passe de l'expression du gène à la présentation des peptides avec les différentes étapes. Puisque, on a quand on fait les analyses quand on fait des typages d'échantillons, la plupart d'entre nous, on fait les typages avec, des technologies de NGS et on va s'intéresser à la séquence nucléotidique, notamment dans les exons et dire à partir de ça, cette information, ça nous permet de prédire que la protéine HLA qui sera synthétisée aura telle caractéristique. Sauf que, il y a probablement des éléments qui vont pouvoir venir interférer avec le niveau d'expression, la stabilité des protéines et ainsi de suite. Et donc l'idée, ça va être lors de la présentation là d'essayer de pointer un certain nombre d'étapes qui peut être en jeu. Donc dans la présentation, je vais balayer donc j'ai pris des illustrations, d'une revue là de 2013, que j'ai trouvé plutôt intéressante. Comme, c'est de la biblio que je fais depuis pas si longtemps, heu, j'accumule petit à petit les différents éléments. Et donc, sur cette revue, il y a justement de présenter ces différentes étapes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment on passe de la séquence, l'information qu'il y a dans l'ADN à la fabrication de nos protéines d'intérêt, les protéines HLA. Donc, déjà, on voit dans cette illustration qu'il y a différentes étapes, notamment de transcription et de traduction pour générer les protéines, avec tout un tas d'éléments qui vont pouvoir venir interférer ou moduler les activités de chacune de ces étapes. Donc pendant, la présentation, il va y avoir globalement 2 parties. Une première partie qui va s'intéresser à ce qui va se passer entre le moment où on décrypte l'ADN pour générer les protéines HLA. Donc là, ça va être vraiment des grands principes qui vont être, abordés avec, pour un certain nombre de cas, une mise en
en évidence de certains sujets qui peuvent nous intéresser au quotidien. Et puis dans la deuxième partie, ce sera plutôt ce qui se passe après, une fois qu'on synthétise la protéine, en fait, beh, c'est pas tout, elle est pas encore arrivée à la membrane plasmique pour présenter les peptides. Donc ça va être les aborder différentes étapes, de maturation de la protéine et d'envoi de la protéine vers la membrane plasmique pour présenter les peptides et puis voir un certain nombre de sujets qui sont, d'après moi, pas forcément tellement étudiés parce qu'il y a tellement de diversité au sein des allèles HLA qu'il y a différents variants de protéines et qu'on peut pas tous les étudier de manière exhaustive. Mais en tout cas, je vais vous présenter un certain nombre d'extraits d'articles qui, permettent de montrer qu'il y a un certain nombre de paramètres qui vont interférer avec la présentation des peptides, notamment en modulant soit le chargement des protéines avec les peptides, soit, leur trafic à l'intérieur des cellules. Donc là, ce ne sera pas une analyse d'article, hein, mais je vous prendrai des extraits d'articles pour vous présenter un certain nombre de sujets. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, beh, quand on a nos fameux gènes, HLA, on va s'intéresser essentiellement, dans cette présentation aux classiques, aux HLA classiques, hein, qui vont coder nos HLA A, B, C, DP, DR, DQ. Heu, Nous, on s'intéresse essentiellement quand on fait le typage à la partie transcrite des gènes et surtout aux éléments exoniques. Mais pour que nos gènes y soient exprimés, eh bien, il va falloir qu'on retrouve dans des séquences promotrices dans les promoteurs un certain nombre d'éléments qui vont, réguler l'expression de ces gènes. Donc là, il y a une représentation schématique qui vous indique ici avec le +1 le site de démarrage du processus de transcription et ce qu'on voit, c'est que sur cette illustration, on a différents éléments qui correspondent à des séquences de nucléotides qui peuvent se situer pour la majorité en amont du site d'initiation de la transcription, mais qui peuvent être, très distants ou qui peuvent aussi être en aval, voire dans les introns, des gènes et qui vont être des séquences de nucléotides qui vont permettre la fixation de facteurs protéiques qui vont être impliqués dans la régulation de l'initiation de la transcription. Alors, ces éléments qui sont des éléments de séquence nucléotidique, ils vont chacun avoir des motifs qui vont être reconnus par des domaine peptidique de différentes protéines qui font partie de la grande famille des facteurs de transcription. Donc notre, processus en question là, c'est la transcription qui est, assurée par l'ARN polymérase, donc l'ARN polymérase 2 en particulier et il se trouve que cette ARN polymérase 2, beh, elle a comme particularité d'assurer le recopiage de l'ADN du brin codant sous forme, d'ARN. Mmh. Mais, cette ARN polymérase 2, elle a aussi la particularité de ne pas être très bonne pour, venir interagir avec l'ADN. Donc il va falloir qu'elle soit aidée par tout un tas de facteurs protéiques qui vont lui permettre de se positionner au niveau du site de débuter son travail au niveau du site d'initiation de la transcription et la combinaison des facteurs protéiques qui vont, exister dans l'environnement d'un gène va permettre de soit favoriser ou défavoriser l'initiation de la transcription. Alors si on s'intéresse, donc là c'est une représentation très schématique, mais si on s'intéresse à la composition des promoteurs des gènes HLA classiques, on voit qu'il y a des similitudes et quelques différences entre, les promoteurs des gènes de classe 1 et de classe 2. On va trouver donc des éléments qui sont retrouvés dans la plupart des promoteurs proches du site d'initiation de la transcription et on a différents domaines qui vont être plus particulièrement impliqués dans la fixation de facteurs de transcription qui sont activés par des voies de signalisation particulières dans les cellules. Donc pour, les promoteurs des gènes de classe 1, il y a notamment ce qu'on appelle les éléments de réponse, à la voie de l'interféron ou alors à la voie NF-κB. Donc globalement, dans la cellule, on va avoir des voies de signalisation qui vont aboutir soit à l'expression, soit à l'activation de facteurs de transcription qui vont pouvoir venir se fixer sur ces séquences nucléotidiques et favoriser l'initiation de la transcription par l'ARN polymérase 2. Mmh, alors, si je reviens un tout petit peu en arrière, heu, globalement, l'expression des gènes de classe 1 vous savez qu'elle va être plutôt ubiquitaire dans tous les types cellulaires, alors que pour, la classe 2, on va avoir un certain nombre de cellules qui vont
exprimer, ces gènes de classe 2. C'est pas une expression ubiquitaire et il se trouve que, il y a un régulateur majeur de l'expression des gènes de classe 2, qui est un facteur protéique, qui est le transactivateur, de la classe 2 là, qui est ici le C2TA, qui va, globalement venir, qui va être exprimé ou activé dans les cellules qui doivent exprimer les gènes de classe 2 et qui va venir favoriser l'initiation, la stabilisation du complexe d'initiation de la transcription au niveau des promoteurs des gènes de classe 2. Et vous voyez que là, il y a un alignement des séquences promotrices de différents gènes de classe 2 et on a différents facteurs de transcription qui vont pouvoir s'associer à différents modules du promoteur, mais tous ces différents facteurs de transcription vont pouvoir interagir avec le C2TA qui va lui-même stabiliser l'ARN polymérase 2. Alors, juste pour prendre un peu de recul par rapport à ça, on a aussi des événements environnementaux qui vont pouvoir venir influencer notre expression des gènes, notamment pour la classe 2, puisqu'on a des facteurs environnementaux comme la synthèse de vitamine D qui va venir activer un récepteur de la vitamine D qui va participer à la composition du panel de facteurs de transcription qui vont être impliqués dans l'initiation de la transcription des gènes de classe 2. Donc, heu, tout ça, ça permet de montrer qu'on a un un panel varié de facteurs de transcription qui peuvent être soit régulés par activation de ces protéines, soit par régulation de l'expression de ces protéines et qui vont faire qu'on va avoir des taux d'initiation de transcription, donc des abondances d'ARN messager qui peuvent varier et qui vont donc conditionner l'expression de nos protéines HLA et bah, d'après moi, c'est un élément qu'on a du mal à maîtriser et qu'on étudie puisqu'on va avoir autant de promoteurs que de gènes et potentiellement dans ces séquences promotrices des gènes HLA, comme on a des variations dans les séquences nucléotidiques des séquences transcrites, on peut aussi avoir des modifications des séquences nucléotidiques dans les promoteurs qui vont être en mesure d'affecter au cas par cas l'expression de nos différents gènes. Un autre élément que j'ai découvert, en faisant la biblio là, c'est qu'on a aussi des phénomènes de régulation intergénique au niveau de l'expression, notamment les facteurs, les les facteurs de transcription, les complexes protéiques qui vont être impliqués dans la stabilisation de l'ARN polymérase 2 pour l'initiation de l'expression des gènes DQA et DRB1 eh bien, vont être capables de se co-organiser en complexe et ça va permettre de synchroniser et de, réguler de manière concomitante l'expression de différents gènes. Donc, on voit que au-delà de l'expression individuelle d'un gène, on peut avoir des régulations croisées et des interférences entre, l'expression de différents gènes Ouais, du ouais, ouais. système HLA. OK. Alors une fois qu'on a donc là, c'était la partie pré-initiation de la transcription. Une fois qu'on lance l'initiation de la transcription, donc c'est l'ARN polymérase qui va venir, assurer cette activité. Heu, Cette illustration montre juste qu'on a également des influences sur la progression de l'ARN polymérase au cours de, sa fonction de transcription, notamment avec des étapes de phosphorylation de protéines, ainsi de suite. Bon, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que l'ARN polymérase va recopier la séquence nucléotidique du brin codant en la convertissant en une séquence nucléotidique composée de ribonucléotides qui vont générer une forme, d'information qui va pouvoir, être acheminée vers le cytoplasme pour assurer la synthèse de nos protéines HLA. Alors ce qu'on commence un tout petit peu à voir sur, cette illustration écarpée ici, c'est donc que notre, ARN polymérase 2 génère notre ARN messager, donc qui a ses 2 extrémités 5' et 3', et il y a un certain nombre d'étapes qui vont être assurées,
a posteriori ou de manière concomitante avec la transcription, puisque lorsqu'on regarde la composition de nos ARN messagers issus de la transcription pour les gènes de classe 1 ou de classe 2, ben, vous savez que comme ils respectent, l'information qu'il y a à l'intérieur des gènes, on va se retrouver avec des éléments qui vont correspondre à des séquences exoniques, c'est ce qui est représenté par les petites boîtes ici, et des éléments qui correspondent à des séquences introniques. Donc, ce qui va nous intéresser pour, générer des protéines, c'est uniquement ce qui va être présent dans les séquences exoniques et un élément intéressant qu'il y a, dans le système HLA, c'est que globalement chaque exon va contenir l'information en termes de séquence nucléotidique pour permettre la synthèse de domaines spécifiques des protéines. Donc, pour l'exon 2 de la classe 1, on a le domaine alpha 1 des protéines. Pour l'exon 3 de la classe 1, on a le domaine alpha 2 des protéines, ainsi de suite, avec, par exemple, le segment transmembranaire pour l'exon 5. Et donc, on a vraiment le contenu de l'information qui est, cloisonné exon par exon. Heu, donc, vous avez la représentation ici des 2 types, schématiques d'organisation des séquences intron-exon pour les transcrits de classe 1 et de classe 2. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le pré-ARN messager, mais ce pré-ARN messager, bah, il n'est pas encore dans une forme mature pour être apte à subir la traduction et permettre la synthèse de protéines, puisqu'il va falloir éliminer les informations introniques et ne retenir que les séquences exoniques. Donc c'est ce qui est illustré sur ce schéma. On retrouve dans ce schéma, les éléments, donc vous avez ici le site d'initiation de la transcription. Donc le pré-ARN messager va contenir toute l'information qu'on va retrouver en amont de ce site d'initiation de la transcription. Mais au terme d'une étape de maturation des pré-ARN messagers, on va venir retirer les séquences introniques pour ne conserver que les séquences exoniques. Et dans ces séquences exoniques, vous savez que ce qui va correspondre au code permettant de synthétiser les protéines, c'est ce qu'on appelle le cadre ouvert de lecture, ou ORF ou CDS, qui doit débuter par un codon d'initiation, donc qui est une séquence AUG, et qui va se terminer au niveau d'un triplet stop, UAA, UAG ou UGA. Et c'est la lecture de l'information de cette séquence nucléotidique, ce qu'on verra tout à l'heure, qui va permettre de traduire l'information et la convertir d'une séquence nucléotidique en séquence peptidique pour générer les protéines HLA. Et donc dans ces ARN messagers dits matures, on va avoir de l'information qui n'est pas utile, qui n'aboutit pas à la production d'éléments peptidiques dans les protéines. Notamment, on a au niveau de l'extrémité 5' des séquences non traduites, de même qu'à l'extrémité 3'. Alors, ce que j'ai pas forcément évoqué là, mais c'est au moment de la transcription, pour éviter que les ARN soient dégradés, il va y avoir également des modifications de ces ARN messagers. Il va y avoir des protections des extrémités 5' et 3', notamment un ajout de 7-méthylguanine au niveau de l'extrémité 5' et une polyadénylation au niveau de l'extrémité 3'. Tout ça se permet d'associer l'ARN messager avec des complexes protéiques qui vont venir soit acheminer correctement l'ARN messager du noyau vers le cytoplasme, soit permettre d'éviter sa dégradation et sa stabilisation. Alors il y a un élément qui nous intéresse quand même, nous en particulier, au-delà de ce schéma global d'expression des gènes dans le HLA, c'est qu'au moment de l'épissage, au moment du retrait des introns pour venir, réunir uniquement les séquences exoniques entre elles, eh bien, il y a de l'information qui se trouve dans les introns et qui est, indispensable pour que le retrait des introns se fasse de manière correcte et qu'on puisse, réunir correctement les exons. Alors, on est bien dans le noyau au moment de ces événements, ça engage tout un tas heu, d'acteurs qui sont soit, de nature ARN, soit de nature protéique. Mais ce sur quoi je veux, qu'on s'intéresse particulièrement ici, c'est qu'il y a des séquences, disons consensus dans les introns qui vont être, primordiales pour permettre le retrait correct des introns. Et les introns vont commencer par une séquence GU. Il y aura, un A au milieu de l'intron, puis ça va finir par une séquence AG à la fin de l'intron. Donc on a vraiment, ce motif-là qui doit être présent dans les introns
pour permettre, heu, le l'excision de ces introns de manière correcte. Et on a un cas particulier, alors, je les connais pas tous, hein, mais il y en a un en particulier que, j'ai regardé un petit peu plus en détail. C'est, un allèle de B44 qui a une mutation, une variation dans une séquence, intronique, donc c'est le 44 02 01 02. Et on a, pour cet allèle, le A, qui est sur ce motif consensus là, le AG. Le A est converti en G, donc au lieu d'avoir un AG à la fin de la partie 3' de l'intron, on va avoir un GG. Et ce qui fait que cette extrémité 3' de l'intron 4 ne va plus pouvoir être reconnue. Et au lieu de retirer l'intron 4, eh bien, le message de finaliser, enfin de retrait de l'intron en 3' ne va pas être celui de l'intron 4, mais va être celui de l'intron 5. Et donc, au lieu de retirer uniquement l'intron 4, on va retirer l'intron 4, l'exon 4 et l'intron 5. Ce qui fait qu'au niveau de l'ARN messager, pour cet allèle, on va se retrouver avec un épissage qui perd l'exon 5, mais qui va réunir directement les exons 4 et 5. Et pour autant, dans l'ARN messager, il ne va pas y avoir de perturbation de, de la phase de lecture de la traduction, et ce qui va faire que la conséquence va être un retrait du segment transmembranaire de la protéine HLA-B, et donc qui va aboutir à une forme sécrétée de B4402. Donc c'est un cas un peu particulier. Alors j'imagine qu'il en existe d'autres, je suis pas du tout sûr que toutes les formes sécrétées correspondent à ça, mais en tout cas là on a bien un cas de figure avec une variation intronique qui va affecter, une étape de maturation post-transcriptionnelle et qui va aboutir à la synthèse d'une, forme sécrétée de la protéine. Donc ça montre bien que on a de l'information primordiale au-delà de l'information qu'on retrouve dans les séquences exoniques, et ça, c'est un exemple en particulier. Donc je vais m'arrêter là pour, les différentes étapes qui permettent de générer à partir des séquences nucléotidiques de l'ADN, les ARN messagers. Heu, je vais passer très vite sur une diapo là qui montre qu'il faut également prendre en charge ces ARN messagers lorsqu'ils sont synthétisés dans le noyau pour les acheminer vers le cytoplasme. Mais ce qui va nous intéresser une fois qu'on arrive dans le cytoplasme, c'est l'étape de traduction qui là encore, va engager, tout un tas de complexes ribonucléoprotéiques. Alors, cette diapo elle est un peu chargée, mais ce qui nous intéresse nous, c'est qu'on a notre ARN messager ici avec une protection de la cape en 5'. On a notre codon initiateur et il va falloir organiser, les ribosomes avec tout un tas de sous-unités protéiques et qui vont s'architecturer autour d'ARN ribosomaux. Et il y a des facteurs protéiques qui vont venir guider le ribosome pour qu'il puisse démarrer la traduction au niveau de notre AUG initiateur ici, et que la traduction se fasse uniquement à partir de ce premier AUG et ne rien traduire dans la partie, pardon, ici dans la partie 5' UTR. Alors, très brièvement sur la partie traduction, vous vous rappelez que c'est assuré par le ribosome. On va avoir un décodage de la séquence nucléotidique qui va, prendre en charge 3 par 3 les nucléotides, donc ce qu'on appelle les codons, et ce sont les ARN de transfert qui vont apporter des acides aminés. Donc l'ARN de transfert va s'hybrider grâce à son anticodon sur le codon de l'ARN messager et apporter le nouvel acide aminé correspondant qui va être greffé à la séquence peptidique en cours de synthèse. Alors c'est un processus qui démarre au niveau du cytoplasme et qui, une fois qu'on a réalisé la synthèse d'un premier peptide, heu,
qui correspond à la partie N-terminale de la protéine. Lorsqu'il y a détection de ce qu'on appelle un peptide signal, eh bien la suite de la traduction va non plus rester sous forme, libre dans le cytoplasme, mais va aller se poursuivre au niveau de la membrane du réticulum monoplasmique, qui est un organite intracellulaire, pour permettre justement, soit l'envoi des protéines solubles dans le lumen du réticulum, soit, venir enchevêtrer les protéines membranaires dans la membrane du réticulum avant que ces protéines membranaires ou ayant un domaine transmembranaire soient véhiculées vers la membrane plasmique. Alors j'ai juste rajouté, le tableau du code génétique qui nous rappelle que, heu, si on a plus d'allèles que de protéines HLA, c'est aussi parce qu'on a, heu, une redondance du code génétique avec un certain nombre de codons qui codent pour les mêmes, acides aminés et donc avoir des variations de séquences nucléotidiques dans les exons n'aboutit pas forcément à une modification de la séquence peptidique des protéines HLA puisqu'on a un code génétique redondant. Bon donc ça, c'est, l'étape qui va nous permettre, de générer nos protéines enfin. Admettons qu'on soit arrivé ici, heu, au niveau du réticulum endoplasmique, on va avoir nos protéines de classe 1 avec, la sous-unité alpha ou les protéines de classe 2 avec les 2 sous-unités alpha et bêta, qui vont avoir leur segment transmembranaire enchevêtré dans la membrane du réticulum dans un premier temps et leurs segments extracellulaires qui, au moment de la synthèse, vont se retrouver au niveau du lumen du réticulum endoplasmique, donc à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Mais à cette étape-là, disons que le polypeptide, HLA est déjà constitué et en voie d'être prêt à envoyer, à la membrane plasmique pour assurer sa fonction. Donc on vient de voir ces différentes étapes de préparation de la protéine et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un certain nombre d'étapes qui vont permettre à la protéine HLA d'assurer sa fonction et pour assurer sa fonction, il va falloir qu'elle soit chargée en peptides antigéniques à présenter à la surface cellulaire. Mais on va voir que, ce chargement, il va pouvoir se faire bien avant d'arriver à la membrane plasmique et que en cours d'acheminement vers la membrane plasmique, ces protéines HLA elles vont subir un certain nombre de modifications post-traductionnelles et un certain nombre d'entre elles, il y a des éléments de littérature qui montrent qu'elles ont des conséquences sur, l'abondance de protéines présentes à la membrane ou la durée le temps de stabilisation de ces protéines à la membrane. Elles vont pouvoir affecter la dynamique, des protéines HLA à l'intérieur au travers des différents compartiments intracellulaires ou la formation de complexes de molécules HLA au niveau de la membrane plasmique. Alors ici, il y a une représentation schématique des étapes de chargement des peptides des molécules HLA de classe 1. Donc globalement, ça correspond à ce qu'on qualifie des peptides endogènes, soit, vous avez des peptides viraux par exemple, ou alors des protéines, de la cellule, qui sont des protéines en fin de vie ou des protéines, qui n'ont pas été au bout de la traduction qu'on va pouvoir présenter par les molécules HLA de classe 1 et il se trouve que ces peptides, qui vont être présentés, sont issus de la dégradation par le protéasome, donc il y a une structure de lyse des peptides, de dégradation des peptides et on va avoir une dégradation par le protéasome de ces protéines qui sont préalablement ubiquitinylées, qui est un signal d'envoi vers la dégradation protéasomale et au niveau du réticulum, donc je rappelle, c'est le site de finalisation de la synthèse, de la finalisation de la traduction des protéines de classe 1, eh bien on va retrouver enchevêtré dans la membrane de cet organite intracellulaire, un transporteur de peptides qu'on appelle TAP et qui va venir alimenter le réticulum en peptides qui vont pouvoir être, déposés dans la poche à peptides des molécules HA de classe 1. Alors c'est assuré par, heu, un
ça fait appel, en tout cas, à d'autres acteurs, protéiques, notamment la tapasine qui va mettre en proximité le transporteur de peptides TAP et les molécules HLA de classe 1 et pour permettre le chargement de ces molécules HLA de classe 1 qui vont ensuite devoir être acheminées vers d'autres organites intracellulaires comme l'appareil de Golgi où il va y avoir des étapes de modification et l'envoi vers la membrane plasmique. Donc pour les molécules H chez la classe 1, le grand principe, c'est de charger des peptides plutôt endogènes qui sont issus de la dégradation protéasomale et qui sont chargés sur les molécules HLA au niveau du réticulum endoplasmique. Et on va avoir de cette manière une présentation de peptides qui vont être de l'ordre de 8 à 10 acides aminés qui vont être chargés dans le sillon de la poche à peptides. En ce qui concerne le chargement des molécules de classe 2, cette fois-ci, on a à nouveau la synthèse de nos molécules HLA au niveau du réticulum endoplasmique, mais ces molécules HLA vont être stabilisées sous une forme dépourvue de peptides par une sous-unité qu'on appelle Li et qui va être associée à ces molécules HLA non chargées au niveau du réticulum endoplasmique et qui vont être acheminés le long de la voie de sécrétion au niveau de l'appareil de Golgi et qui vont pouvoir se retrouver dans un compartiment endosomal. Et dans ce compartiment endosomal, on va avoir on va pouvoir avoir fusion avec des vésicules d'endocytose dans lesquelles des protéases vont être activées par le contexte, de pH particulier de ces vésicules intracellulaires, qui vont permettre la libération, des molécules HLA de classe 2 heu, qui vont se séparer de la chaîne Li et qui vont pouvoir, devenir aptes pour le chargement de peptides issus de la dégradation lysosomale de peptides, cette fois-ci plutôt d'origine exogène. Et donc Heu, ça montre qu'on va avoir des peptides qui sont d'une source différente que ceux, chargés sur les molécules HLA de classe 1 et notamment on va avoir des peptides, un peu plus longs qui vont être présentés par les molécules HLA de classe 2. Alors, il y a des cellules, heu, professionnelles qui vont être, en mesure d'avoir les 2 types de chargements sur les molécules, HLA de classe 1 et qui vont être capables de présenter les 2 types, de peptides sur les molécules HLA. Donc ça, je ne vais pas forcément y revenir. Ce qui m'intéressait de présenter ici, c'est que en fait, quand on présente, ce que les illustrations précédentes, bon, on a l'impression que les peptides, OK, ils sont soit issus de la dégradation protéasomale ou soit lysosomale et puis, bah, une fois qu'ils sont générés, ils sont chargés et puis c'est tout. En fait, c'est pas si simple que ça. Quand on prend rien que les molécules HLA de classe 1, une fois que les peptides pénètrent dans le réticulum, en fait, il va y avoir tout un tas de partenaires protéiques des molécules HLA de classe 1 qui vont être soit impliqués dans, l'acquisition d'une structure tridimensionnelle correcte pour les molécules HLA de classe 1 ou soit une évaluation de, la bonne compatibilité des peptides, chargés sur les molécules HLA et il va y avoir également des protéines, notamment, comme la protéine ERAP là, qui est dans le réticulum, qui va pouvoir venir «customiser» entre guillemets, les peptides qui sont alimentés par le transporteur de peptides et qui vont être capables de faire une forme d'édition des peptides qui vont être chargés sur, les molécules HLA de classe 1 et de même, il va y avoir, une édition des peptides chargés sur les molécules, HLA de classe 1 par un autre partenaire, également au niveau du réticulum endoplasmique ou au niveau du Golgi, par la protéine, TAP-VPR là et ça va faire que au niveau du réticulum, on va pouvoir avoir la coexistence de protéines HLA qui vont être chargées par différents peptides qui peuvent eux-mêmes subir des éditions des modifications avant d'aboutir à une forme, plus figée de, molécule HLA qui va, maintenir son peptide qui va être envoyé au niveau de la membrane plasmique par l'intermédiaire de la voie de sécrétion.
Donc tout ça pour dire que c'est pas un système figé où, dès qu'on a, chargé un peptide, ce peptide il est figé pour de bon et il sera forcément envoyé vers la membrane plasmique. Ben non, en fait, on peut avoir des événements qui vont venir modifier les peptides au fur et à mesure de la progression dans, la voie de sécrétion. Alors ça, c'était la partie, chargement des peptides, donc qui est une étape, nécessaire pour envoyer les molécules HLA au niveau de la surface cellulaire. Mais ces protéines HLA, une fois qu'elles sont synthétisées et au cours de leur chargement, en fait, elles s'acheminent au cours de la voie de sécrétion, donc au travers du réticulum endoplasmique, de vésicules de sécrétion. On a parlé tout à l'heure de l'appareil de Golgi et elles vont jusqu'à la membrane plasmique. Mais au cours de cette progression, elles vont elles-mêmes subir d'autres modifications post-traductionnelles et notamment elles vont subir des phénomènes de glycosylation. Ces phénomènes de glycosylation, ils vont débuter au niveau du réticulum endoplasmique, donc en cours de synthèse, il peut y avoir des modifications co-traductionnelles. Ça va se faire sur un motif particulier enfin sur un acide aminé particulier qui est un acide aminé d'asparagine, qui est sur un motif sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et on va avoir des complexes de chaînes sucrées qui vont être ajoutés au niveau du réticulum endoplasmique et qui vont pouvoir subir des étapes de modification dans le réticulum et également dans l'appareil de Golgi. Et ces modifications, eh bien, on peut penser qu'elles sont associées à des caractéristiques particulières des molécules HLA en termes de présentation de peptides ou de comportement dans la voie de sécrétion. Et donc il y a un papier là de 2021 qui justement, a questionné ce point-là. Et donc, ça c'est extrait, d'une des figures de l'article. Donc, ils ont aligné un certain nombre de chaînes alpha, enfin de domaines alpha 1 et alpha 2 de différentes protéines, heu, de différents variants de protéines HLA classe 1. Donc, vous avez avec les déclinaisons de rouge, heu, plus on a un rouge sombre et plus on a un acide aminé qui est sujet à variabilité au niveau du polymorphisme. On a un polymorphisme dans les gènes HLA qui vont avoir des impacts sur ces acides aminés dans ces domaines alpha 1, alpha 2. En vert, vous avez les acides aminés qui vont participer à la poche à peptides, qui vont rentrer dans la constitution de la poche à peptides pour accommoder le peptide et le présenter au TCR. Donc vous voyez que c'est tout ce qui est encadré avec les boîtes vertes ici. Et vous voyez que, bien, au sein de ce domaine, notamment du domaine alpha 1, on a une séquence, NQS qui respecte le motif, de glycosylation qui est une asparagine N suivie d'un acide aminé quelconque, suivi d'une sérine et d'une tréonine, NX, S ou T. Donc là, on a bien notre NXS, donc notre NQS. Et donc c'est sur cette asparagine que va se faire la glycosylation au niveau du réticulum endoplasmique. Et donc lorsque vous avez la protéine HLA là qui est modélisée, bah, vous voyez qu'on a les 2 domaines alpha qui vont border notre sillon à peptide et vous voyez que la chaîne glycosylée, elle est, en proximité directe avec notre sillon de présentation du peptide. Alors dans cet article, ils ont utilisé différents modèles cellulaires qui expriment, différents variants de molécules HLA A, B et C et ils ont essayé d'évaluer, le fait ici que l'abondance des molécules HLA ABC exprimées par, ces différents modèles cellulaires sont relativement similaires. Et puis ils ont, essayé d'évaluer les motifs glycosylés présentés par ces différentes protéines en fonction du type de protéine HLA et en fonction de leur localisation. Donc, ils ont utilisé un code couleur qui, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais qui montre les différentes formes de motifs glycosylés qui peuvent exister, et qui sont greffés sur les molécules HLA, donc qui sont issus soit de la N-glycosylation initiale au niveau du réticulum ou alors des étapes de modification ultérieures qui peuvent se dérouler au niveau du réticulum ou essentiellement au niveau de l'appareil de Golgi.
Et donc ce qu'il montre, avec, cette première illustration, c'est que vous voyez que les profils de glycolysation des molécules HLA-A, B ou C sont très différents globalement, même si on s'intéresse pas au contenu, à la composition des motifs glycosylés. Vous voyez que ici le motif, riche en mannose est très abondant sur, le HLA-C, alors qu'il est beaucoup moins abondant sur, le HLA-A ou B, et ça a l'air d'être, relativement, régulier, quel que soit le type cellulaire qui exprime, ces molécules. Et dans un deuxième temps, eh bien, ils se sont intéressés à, comme ces motifs glycosylés, a priori, ils sont associés à différents, compartiments intracellulaires, eh bien, ils ont essayé de purifier soit les molécules HLA qui sont, heu, présentes dans la cellule à partir de l'ISA totaux de cellules, donc on purifie l'ensemble des molécules et on regarde le motif glycosylé, donc ça correspond à ce qu'on a montré tout à l'heure. Ou alors regarder ce qui est présent uniquement dans le compartiment intracellulaire, dans des membranes, soit de l'appareil de Golgi, soit du réticulum endoplasmique, soit ce qui est présent uniquement au niveau de la membrane plasmique. Et là encore, bon, c'est relativement attendu puisqu'on sait qu'il y a des étapes séquentielles de modification des, des motifs glycosylés sur, les protéines qui sont destinées à la membrane plasmique. Mais vous voyez que c'est très net ici, on a des motifs de glycosylation sur les protéines HLA-A qui sont très différents entre, ce qu'on a au niveau des compartiments intracellulaires et au niveau de la membrane plasmique. Et ces motifs, ces profils de glycosylation, ils changent également au niveau en fonction au niveau des types de molécules HLA, A, B ou C. Et donc, ce qui est levé par cet article, c'est que, lorsqu'il y a des analyses de fait, sur l'immunopeptidome présenté par les molécules HLA, à savoir quel type de peptide peut être présenté par des molécules HLA. Ça se fait par exemple dans des papiers qui vont faire de la spectrométrie de masse sur des protéines HLA purifiées et qui vont regarder quel type de peptide peut être présenté par, ces molécules HLA. Eh bien, très souvent, ça se fait à partir, d'extraits totaux de cellules, soit même de enfin bon, disons plutôt d'extraits totaux. Et donc, ce que montre, ce papier-là, là, de 2021, c'est que, étant donné qu'on a des variations entre, motifs glycosylés sur, les extraits totaux ou les motifs enfin les protéines intracellulaires et celles qui sont présentes à la membrane plasmique, on peut très bien imaginer qu'on a des modifications sur les peptides qui vont être accommodés, heu, au niveau du sillon lorsque ces protéines sont effectivement présentes à la membrane plasmique, ou alors lorsqu'elles sont, présentes, avant la membrane plasmique dans la voie de sécrétion et en cours de, «validation», entre guillemets, du bon format de peptide qui va être présenté à la membrane plasmique. Donc ça, c'était un premier point sur la glycosylation, et il y a un deuxième point que j'ai également relevé sur un autre, article relativement récent de 2020, qui montrait cette fois-ci que, donc à nouveau sur les molécules, HLA de classe 1, que, un certain type de motif, heu, sur la glycosylation des protéines HLA, donc la sialylation de ces protéines HLA, va avoir un impact sur le temps de résidence à la membrane et la vitesse de dégradation des protéines qui sont envoyées à la membrane. Donc globalement, ce qui est montré, c'est que si on traite, heu, les protéines, si on traite la surface cellulaire avec des sialidases qui vont retirer, les motifs, sialynés, on va se retrouver avec une vitesse de dégradation qui va être plus importante, et donc ça montre qu'on a une stabilisation plus importante lorsque ces motifs sont présentés. Et donc, d'après moi, on s'intéresse pas tellement à tous les événements et tous les partenaires protéiques extracellulaires qui vont pouvoir venir, modifier, les motifs glycosylés des protéines HLA présentes à la surface et qui vont pouvoir venir interférer avec,
le temps de présence de molécules HLA présentant des peptides à la surface cellulaire. Donc tout ça pour dire qu'il ne suffit pas d'avoir la transcription d'un gène, qui soit abondante pour qu'on ait forcément de manière, similaire une augmentation de l'abondance de la protéine à la surface. On voit en fait que, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, qu'en fonction des molécules HLA, on en a certaines qui, comme le C, qui sont globalement majoritairement présentes plutôt au niveau intracellulaire et qui vont avoir peu de présence à la membrane plasmique, et que des modifications de ces motifs vont pouvoir affecter le temps de stabilité, à la membrane plasmique. Alors, à nouveau pour, au niveau de la présentation des peptides, et ça va rejoindre, l'exemple que j'avais présenté tout à l'heure sur le B4402 sécrété. En fait, j'ai trouvé un article là qui commence à dater un peu, mais que je trouvais assez intéressant. En fait, heu cet article, il montre que les formes sécrétées, qui en fait questionnaient la capacité des molécules HLA à présenter certains types de peptides en fonction, de l'existence de formes membranaires ou sécrétées de la protéine. Alors, c'est dans un modèle qui est complètement artificiel de cellules, cultivées in vitro avec, une forme de HLA, A02, je me rappelle plus exactement lequel, mais c'est du A02, pour lequel il y a eu une modification de l'ARN messager pour avoir soit une version classique qui va permettre d'avoir un segment transmembranaire et qui va être présente au niveau de la membrane plasmique, ou alors une forme d'ARN messager dans laquelle on a tronqué la partie qui code pour le segment transmembranaire et qui va donc se retrouver, sécrétée dans l'environnement extracellulaire. Et donc en purifiant ces 2 types de protéines, donc vous avez ici la partie, membranaire du A2 ou ici la partie sécrétée du A2, eh bien ils se sont amusés à regarder quels étaient les types de peptides qui étaient chargés par ces molécules, alors de mémoire c'était avec la spectrométrie de masse, hein, également, et donc ils ont regardé, bah, à quel type de protéines correspondaient ces peptides et quel type de peptides en question était chargé sur les 2 types de protéines. Et donc, ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est qu'effectivement, il y a des similitudes. Donc, vous voyez qu'il y a une partie, partagée là, ici, de peptides qui sont présentés par les 2 types de formes de A2. Mais ils observent également qu'il y a des distinctions, et que la forme sécrétée, alors qu'elle présente le même domaine de présentation de peptides que la forme membranaire, eh bien, le fait que ce soit une forme sécrétée et non une forme membranaire va pouvoir présenter un répertoire de peptides qui va être différent. Et donc, bon, bah, ça c'est pareil, je trouvais ça assez, intéressant de voir que potentiellement, au-delà d'avoir, des poches à peptides qui sont identiques, en fonction du fait qu'on ait des formes sécrétées ou non, on va pouvoir avoir un répertoire de peptides différents. Et de même, je ne sais pas, si, ces formes sécrétées peuvent avoir des fonctions biologiques particulières, mais on peut très bien imaginer qu'elles peuvent aller, s'associer à des TCR, mais qu'il y ait pas de contact avec des cellules, donc ça va venir perturber la fonction des lymphocytes T, et potentiellement présenter un type de répertoire un peu spécifique à ces formes, sécrétées. Et pour revenir pour aller sur aborder un dernier point, je crois, sur les parties, on va dire post-traductionnelles et associées à la voie de sécrétion. Donc ça, c'est un article de 2019 qui questionnait, l'organisation des molécules HLA au niveau de la membrane plasmique et notamment la capacité des molécules HLA en fonction de leur classe à former des regroupements de molécules HLA au niveau de la membrane plasmique. Alors, en miroir, ce qui se passe de l'autre côté du peptide, au niveau des lymphocytes T, on sait que pour activer un certain nombre de fonctions au niveau des lymphocytes, eh bien, la clusterisation des TCR va avoir un impact sur cet enclenchement de fonctions biologiques. Mais de l'autre côté du miroir, donc de notre côté, HLAiste, eh bien, il y a assez peu d'éléments
qui ont permis de questionner, l'organisation architecturale de complexes, multiprotéines HLA au niveau de la membrane plasmique. Et donc, dans ce papier de 2019 là, il s'intéressait à la capacité des molécules HLA à former des complexes macromoléculaires de protéines HLA au niveau de la membrane plasmique. Et donc, si vous regardez essentiellement, donc ça a été fait avec la microscopie, hein, et donc si vous regardez ici, l'acquisition des images a permis de montrer, avec ce gradient de couleur là, heu, les formes de molécules HLA qui sont capables de former les plus gros complexes au niveau de la membrane plasmique. Et donc vous voyez que c'est essentiellement avec les protéines HLA classe C, heu, par rapport aux B et A, qu'on va se retrouver avec, la formation de complexes qui sont, plus, heu, denses. Alors, qui sont plus gros parce qu'en fait la densité des clusters est moindre, mais on va se retrouver avec des molécules HLA inclus dans les clusters qui va être significativement plus importante pour, les molécules HA classe C vis-à-vis des B et des A qui ont été testés, d'ailleurs il y a peut-être que des B qui ont été testés dans cet article. Donc, heu, il n'y a pas d'études fonctionnelles dans cet article, néanmoins, l'article indique que s'il y a, une modification fonctionnelle de, la présentation des peptides lorsque les molécules HLA sont clusterisées au niveau de la membrane, eh bien, en fonction de la classe de HLA et probablement en fonction des types de variants au sein de chaque classe, on peut avoir la formation de clusters qui sont plus ou moins, facilités pour ces molécules HLA et donc, il ne suffit pas d'avoir une abondance de molécules HLA au niveau de la membrane plasmique, mais qu'il va falloir être capable de, générer des clusters d'une certaine taille pour permettre plus ou moins facilement d'enclencher des fonctions biologiques. Et juste pour finir, ce que présentait l'article précédent, bien, c'est qu'on va avoir des clusters de molécules HLA au niveau de la membrane plasmique, mais, heu il faut bien garder à l'esprit que ce sont pas des que c'est pas des formes figées. Une fois que les molécules HLA vont se retrouver au niveau de la membrane plasmique, eh bien, il va y avoir, toute une dynamique intracellulaire, puisque ces molécules HLA présentant les peptides vont pouvoir être internalisées, puis recyclées et que, là encore, il y a tout un tas de partenaires protéiques. Alors je vous ai pas fait de alors je vous ai mis en fait dans la diapo d'après quelques-uns de ces partenaires protéiques, mais en tout cas, il y a des mécanismes actifs d'internalisation et de recyclage. Là encore, on peut avoir de l'ubiquitinylation qui est pas la même que celle pour l'envoi au protéasome, mais en tout cas, il y a des ubiquitinilations qui se font sur des motifs enfin sur des acides aminés tyrosine du domaine, de la partie intracellulaire des molécules HLA, qui peuvent enclencher de manière active l'internalisation dans les endosomes des molécules HLA et qui vont pouvoir influencer cette dynamique des molécules HLA, donc indirectement affecter, le temps de résidence et l'abondance de molécules HLA disponibles et présentant des peptides à la surface cellulaire. Donc juste pour, mentionner que c'est en fait encore une fois un écosystème, très complexe, dans cette dynamique intracellulaire, on va avoir des protéines comme les protéines, de famille Rab ou ARF qui vont s'associer à certains types de vésicules, qui vont avoir un diamètre particulier, qui vont avoir une composition en phospholipides particulière et qui vont permettre d'adresser de manière correcte, ces vésicules, soit vers du recyclage, soit vers, de la dégradation et qui vont être impliqués donc dans des partenariats directs ou indirects avec les molécules HLA pour, favoriser leur évolution dans cette partie de la voie de sécrétion. Alors j'arrive à la dernière, diapo de cette présentation d'aujourd'hui. Hem, on a balayé,
un peu rapidement, mais j'ai essayé de balayer, les différentes étapes, hein. C'était, le titre de l'expression des gènes jusqu'à, la présentation de peptides au niveau de la membrane plasmique par les molécules HLA. On a vu que ça passe, de la transcription à la traduction, au chargement des peptides et à l'acheminement vers la membrane plasmique avec, un temps de résidence qui peut être modifié. Et donc dans cette revue de 2021, et bien, cette présentation, permet de mettre en évidence que chacun des points là entourés par, dans un cercle rouge, montre que, il y a de nombreuses cibles qui vont être susceptibles de perturber l'expression ou la présentation de peptides par les molécules HLA. Il y a tout un tas de voies de signalisation qui vont, notamment dans le contexte, cancer, qui vont, pouvoir être influencés pour aller modifier l'expression de facteurs de transcription qui vont eux-mêmes pouvoir réguler l'expression soit de la bêta-2 microglobuline pour, les molécules Hh classe 1, soit directement l'expression des gènes codant pour les molécules HLA classiques et donc qui vont faire que les cellules cancéreuses vont moins présenter de molécules HLA au niveau de la membrane, mais en restant à un niveau qui leur permet d'échapper quand même aux cellules NK. On peut avoir des voies de signalisation qui vont être modifiées et qui vont entraîner une surinternalisation des molécules HLA qui sont présentes à la membrane, donc qui vont se retrouver à être moins disponibles à la membrane et plus envoyées vers l'internalisation dans des, territoires intracellulaires. Et on va également avoir des impacts possibles qui vont soit, limiter la disponibilité en peptides chargés sur les molécules HLA, soit en modifiant l'activité du protéasome, soit en modifiant l'acheminement de peptides vers le réticulum pour les charger à l'intérieur des sillons des molécules HLA, soit venir interférer avec, par exemple, l'expression ou la présence de bêta-2 microglobuline. Et tout ça, incluant le micro-environnement qui peut également avoir des impacts sur, la présence, de molécules HLA. C'est ce qu'on a vu par exemple, le micro-environnement peut venir interférer avec la glycosylation des molécules HLA et donc interférer avec leur, stabilité à la membrane. Et donc on voit que Heu, tout ce qu'on n'aborde pas ou en tout cas moi j'ai l'impression qu'on l'aborde peu, toutes ces étapes intracellulaires qui conduisent de notre séquence nucléotidique des exons et qui nous incitent à prédire la présence de protéines d'un certain type au niveau de la membrane plasmique, eh bien, en fait, on a tout un tas de phénomènes intracellulaires qui vont pouvoir également réguler l'abondance, la disponibilité et impacter cette fonction des molécules HLA de présentation de peptides au niveau de la membrane plasmique. Eh bien, sur ce, je vais arrêter là pour la présentation d'aujourd'hui et puis si en fait, un certain nombre d'entre vous, eh bien, finalement vous vous intéressez à ces différentes, étapes et que vous avez dans vos labos respectifs, des projets qui sont, en cours, qui questionnent ces différents éléments, bah, ça m'intéresserait bien de savoir, ce que vous faites, par curiosité. Voilà, merci.